Cette histoire est une œuvre de fiction inspirée de faits historiques réels. Paris, printemps 1823. Dans une petite chambre de la rue Saint-Jacques, un enfant vient au monde sous les cris de sa mère et les prières de la sage-femme. Marguerite Bertrand, veuve depuis 6 mois, serre contre elle ce fils qu'elle nommera François. Dehors, les cloches de Saint-Étienne-du-Mont sonnent l'angélus du soir. La pluie frappe les pavés avec une insistance mélancolique, comme si le ciel pleurait déjà sur le destin de cet enfant. Les premières années de François se déroulent dans la modestie pieuse d'un appartement étroit où l'odeur de cire à bougie se mêle au relent de soupe aux choux. Marguerite travaille comme lingère pour les familles bourgeoises du quartier latin. Ses mains, rougies par l'eau froide et le savon, cousent des dentelles sur des robes qu'elle ne portera jamais. Le soir, à la lueur tremblante d'une chandelle, elle apprend à lire à François dans un missel usé, transmettant à son fils unique toute la ferveur religieuse qui habite son cœur brisé. « François, mon ange, murmure-t-elle en caressant ses cheveux noirs, tu seras prêtre. Tu sauveras les âmes que ton père n'a pas pu sauver. » Le père de François, Jean-Baptiste Bertrand, était cordonnier. Un homme taciturne qui buvait trop de vin rouge et battait sa femme les soirs de pleine lune. Un accident sur le chantier de Notre-Dame l'avait emporté, écrasé sous une poutre tombée du ciel, comme un jugement divin. Marguerite ne pleurait pas sa mort. Elle priait pour son âme avec une dévotion mécanique, vidée de tout sentiment. François grandit entre les bancs de l'église Saint-Séverin et les ruelles sombres du quartier latin. C'est un enfant silencieux, aux yeux d'un noir profond, qui semble toujours fixer quelque chose au-delà du visible. Les autres gamins le trouvent étrange. Il ne joue pas aux billes sur les pavés, ne court pas après les chiens errants. Il préfère observer les enterrements depuis le porche de l'église, fasciné par la procession lente des corbillards noirs tirés par des chevaux caparaçonnés de crêpes. « Pourquoi tu regardes toujours les morts, François ?» lui demande un jour Pierre Lecomte, un garçon rouquin du voisinage. François ne répond pas immédiatement. Il fixe le cercueil qui disparaît dans l'église, puis murmure « Parce qu'ils sont tranquilles, plus personne ne peut leur faire de mal ». À 12 ans, grâce aux économies acharnées de sa mère et à l'intercession du curé de Saint-Séverin, François entre au petit séminaire de Saint-Nicolas du Chardonnay. C'est un bâtiment austère aux murs de pierre grise où résonne perpétuellement le chant grégorien et le claquement des sandales sur les dalles froides. L'odeur d'encens y est si épaisse qu'elle semble avoir imprégné les pierres elles-mêmes. Le jeune Bertrand se révèle un élève brillant. Il dévore le latin avec une facilité déconcertante, récite Saint-Augustin par cœur, excelle dans l'étude des Écritures. Le père Mathieu d'Avesnes, son professeur de théologie, voit en lui un futur intellectuel de l'Église. Bertrand possède une intelligence remarquable, confie-t-il au directeur du séminaire. Mais il y a quelque chose dans son regard, une profondeur troublante, comme s'il contemplait constamment un abîme que nous ne pouvons pas voir. Les nuits au séminaire sont longues et silencieuses. Dans le dortoir austère, François ne dort presque jamais. Allongé sur sa paillasse rugueuse, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, il écoute la respiration de ses camarades, le craquement du bois, le grondement lointain de Paris qui ne s'endort jamais vraiment. Et parfois, très tard, quand minuit a sonné depuis longtemps à la tour de l'église, une sensation étrange l'envahit. C'est d'abord une chaleur au creux du ventre qui monte lentement le long de sa colonne vertébrale, puis ses mains commencent à trembler. Une soif inexplicable lui serre la gorge, pas une soif d'eau, une soif de quelque chose qu'il ne peut nommer, quelque chose qui vit dans les ombres et qui l'appelle avec une voix sans son. Ces nuits-là, François se lève sans bruit et descend à la chapelle. Il s'agenouille devant l'autel, les mains jointes si fort que ses ongles s'enfoncent dans sa paume. Il prie avec une ferveur désespérée, récitant des Ave Maria jusqu'à ce que les mots perdent leur sens et deviennent une incantation contre la chose qui gronde en lui. « Seigneur, délivre-moi de la tentation », murmure-t-il dans le noir. « Purifie mon cœur de cette noirceur. » Mais la prière n'apporte aucun soulagement. La chose en lui attend, patiente, tapie comme une bête dans sa tanière. Un soir d'automne 1841, alors que François a 18 ans,
Un événement vient bouleverser l'ordre paisible du séminaire. On découvre le corps d'Hélène Roussel, une jeune lingère qui travaillait pour les prêtres, au fond d'une ruelle adjacente au bâtiment. Elle a été étranglée. Ses vêtements sont déchirés, mais on ne relève aucune trace de violence sexuelle. Ce qui trouble les enquêteurs, c'est l'état du corps. Sa poitrine porte des marques de griffures profondes, comme si quelqu'un avait tenté de l'ouvrir avec ses ongles. Le crime reste non élucidé. On parle d'un rôdeur, d'un fou échappé de Bicêtre. Les prêtres renforcent la surveillance nocturne. François, interrogé comme tous les séminaristes, affirme avoir passé la nuit en prière dans sa cellule. Personne ne met sa parole en doute. Comment soupçonner ce jeune homme aux manières douces, à la piété exemplaire, au regard innocent? Pourtant, cette nuit-là, François avait bien quitté le séminaire. Il ne se souvient pas clairement de ce qui s'est passé. Il se rappelle avoir marché dans les rues désertes, guidé par cette force qui le tire vers l'obscurité. Il se rappelle avoir vu la jeune femme rentrer chez elle, et puis un trou noir. Quand il a repris conscience, il était agenouillé dans une ruelle, les mains tremblantes, un goût de fer dans la bouche. Ses ongles étaient noirs de sang séché. Il a couru jusqu'à la Seine, s'est lavé frénétiquement dans l'eau glacée, frottant ses mains jusqu'à ce qu'elles saignent. Puis il est retourné au séminaire par une fenêtre qu'il avait laissée entr'ouverte, s'est glissé dans son lit et a pleuré en silence jusqu'à l'aube. 2 mois plus tard, François quitte le séminaire. Officiellement, il ne se sent pas la vocation sacerdotale. En réalité, la terreur de ce qu'il pourrait faire le pousse à fuir. Le père d'Avesnes est déçu mais compréhensif. « La voie de Dieu n'est pas pour tout le monde, mon fils, » lui dit-il, en lui donnant sa bénédiction. « Va en paix et trouve ton chemin. » François ne trouve aucune paix. En 1842, à 19 ans, il s'engage dans l'armée française. Il pense que la discipline militaire, la rigueur de la caserne, l'épuisement physique de l'entraînement pourront dompter la bête qui grandit en lui. Il est affecté au 74e régiment d'infanterie de ligne, stationné à Paris. Sous l'uniforme bleu et rouge, le sergent Bertrand se révèle un soldat modèle, ponctuel, obéissant, irréprochable. Ses supérieurs l'apprécient pour son sérieux et son intelligence. Ses camarades le trouvent un peu distant, mais personne ne lui cherche querelle. Le soir, dans la caserne bruyante où résonnent les rires gras et les chansons paillardes, François reste assis sur son lit, polissant méticuleusement ses boutons de cuivre, le regard perdu dans le vide. La nuit, c'est une autre histoire. La nuit, Paris devient un autre monde. Les rues pavées luisent sous la pluie perpétuelle. Les becs de gaz projettent des ombres dansantes sur les façades noircies. Et dans cette ville de lumière et d'ombre, François Bertrand commence à marcher. Il sort de la caserne après l'extinction des feux, se faufile dans les ruelles, traverse des quartiers où seuls les rats et les prostituées osent s'aventurer. Il marche sans but apparent, attiré par une force magnétique qu'il ne comprend pas. Et progressivement, inévitablement, ses pas le conduisent toujours au même endroit, les cimetières. D'abord, il se contente de longer les murs du cimetière de Montparnasse, contemplant les croix qui se découpent contre le ciel nocturne. Puis il commence à entrer, escaladant les grilles avec l'agilité d'un chat. Il erre entre les tombes, lisant les épitaphes à la lueur de la lune, s'arrêtant devant les sépultures fraîches où la terre n'a pas encore été tassée par le temps. Et là, agenouillé dans la boue, François ressent enfin une forme de paix. Entouré par les morts, il se sent moins seul, moins monstrueux. Mais la bête en lui n'est pas satisfaite de cette contemplation passive, elle veut plus, elle a faim. Une nuit de février 1847, François se retrouve dans le cimetière du Père Lachaise, le plus grand de Paris. La lune est pleine, énorme, d'un blanc laiteux qui transforme le paysage en un tableau fantomatique. Le vent fait gémir les branches des cyprès. François avance entre les mausolées de marbre, les statues d'anges aux ailes brisées, les colonnes renversées par le temps. Il s'arrête devant une tombe fraîche. L'inscription indique « Émilie Laurent, 1829-1847 ». Repose en paix,
Ange du ciel. Idix 8 ans, morte de la tuberculose, probablement. François s'agenouille, ses mains tremblent. La chose en lui rugit, exige, ordonne. Sans vraiment comprendre ce qu'il fait, François commence à creuser. Ses mains s'enfoncent dans la terre humide, arrachant les mottes, griffant la surface du cercueil de bois bon marché. Le bois craque sous ses doigts. Une odeur monte, mélange de terre, de bois pourri et de quelque chose de plus doux, de plus organique. Et François, le séminariste pieux, le soldat modèle, l'homme aux manières douces, arrache le couvercle du cercueil et se retrouve face à face avec la mort. Le corps d'Émilie Laurent est encore intact. Sa peau a pris une teinte cireuse, ses lèvres sont bleues, mais elle semble simplement endormie dans sa robe blanche de mariée posthume. François la contemple, fasciné, horrifié, dévoré par un désir qu'il ne peut nommer. Il tend la main, touche la joue froide. Et quelque chose en lui se brise définitivement. Les heures suivantes sont un brouillard. François ne se souviendra que de fragments, ses mains déchirant la robe blanche, ses ongles griffant la chair froide, sa bouche, mon Dieu, sa bouche. Quand il reprend ses esprits, l'aube pointe à l'horizon. Le corps d'Émilie Laurent est mutilé, ouvert, profané d'une manière qui défie l'entendement humain. François, couvert de terre et de sang séché, referme le cercueil avec des mains tremblantes, recouvre la tombe de terre, efface tant bien que mal les traces de son passage. Puis il s'enfuit en courant, traverse Paris dans la lumière grise du matin, se glisse dans la caserne juste avant le réveil. Dans les latrines, il se lave frénétiquement, frottant sa peau jusqu'à ce qu'elle soit rouge et à vif. Dans le miroir fêlé, son reflet le fixe avec des yeux qu'il ne reconnaît plus. « Qu'est-ce que je suis devenu ?» murmure-t-il. Le miroir ne répond pas. Quelques jours plus tard, le gardien du Père Lachaise découvre la tombe profanée. L'affaire fait scandale dans les journaux. On parle de satanistes, de voleurs de cadavres pour les écoles de médecine, de malades mentaux échappés de l'asile. La police renforce les patrouilles nocturnes dans les cimetières. Mais François Bertrand, lui, sait que ce n'était que le début. La bête, en lui, a goûté au sang, et elle veut encore. D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. Paris, était 1847. La ville suffoque sous une chaleur poisseuse qui fait monter des égouts une puanteur insupportable. Les bourgeois fuient vers leurs résidences de campagne. Les pauvres restent, entassés dans des quartiers où la typhoïde fait des ravages. Les morts s'accumulent plus vite que les fossoyeurs ne peuvent les enterrer. Pour François Bertrand, c'est une saison bénie. Depuis la nuit où il a profané la tombe d'Émilie Laurent, quelque chose s'est libéré en lui. La culpabilité qui le rongeait jadis s'est émoussée, remplacée par une acceptation morbide de sa nature. Il ne cherche plus à comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait. Il ne prie plus pour être délivré. Il a cessé de se battre contre la bête. Désormais, il lui obéit. Le sergent Bertrand mène une double vie avec une aisance déconcertante. Le jour, il est l'image même du soldat respectable. Il participe aux exercices militaires, inspecte les nouvelles recrues, discute de stratégie avec ses supérieurs. Le colonel Armand Lepage, commandant du 74e régiment, le considère comme l'un de ses meilleurs éléments. « Bertrand, vous êtes un exemple pour vos hommes », lui dit-il un matin après l'inspection. « Votre dossier est impeccable. Je songe à vous proposer pour une promotion. » François salue avec un sourire poli. « Merci, mon colonel. Je ne fais que mon devoir. » Le soir, il dîne avec ses camarades à la cantine, mange sa soupe aux légumes, boit un verre de vin rouge, rit poliment aux plaisanteries des autres soldats. Personne ne remarque que ses mains tremblent légèrement, que ses yeux scannent constamment les fenêtres, guettant la tombée de la nuit. Quand minuit sonne, François devient quelqu'un d'autre. Il quitte la caserne par une fenêtre du 2e étage, descend le long d'une gouttière avec l'agilité d'un voleur professionnel. Dans les ruelles sombres de Paris, il retire son uniforme qu'il cache dans un sac, enfile des vêtements civils sombres, un chapeau à large bord qui dissimule son visage. Ainsi déguisé, il se fond dans la nuit. Paris nocturne est un labyrinthe de dangers. Des bandes de voyous contrôlent certains quartiers. La police patrouille avec des lanternes qui percent l'obscurité comme des yeux jaunes.
Mais François connaît les passages secrets, les ruelles oubliées, les cours intérieures qui permettent de traverser la ville sans être vu. Il se déplace comme un fantôme. Le cimetière de Montparnasse devient son terrain de chasse favori. C'est un lieu immense, un véritable village des morts, avec ses allées bordées d'arbres, ses mausolées imposants, ses tombes simples, alignées comme des soldats. La nuit, il prend une atmosphère surréelle. La brume monte du sol, enveloppe les statues, transforme les anges de pierre en spectres. François connaît désormais chaque recoin de ce cimetière. Il sait quelles tombes sont fraîches, quels cercueils seront faciles à ouvrir. Il a appris à distinguer au bruit la profondeur d'une sépulture, la solidité du bois. Il travaille vite, méthodiquement, avec les gestes précis d'un artisan. En juin 1847, il profane sa troisième victime. Victor Arnault, un jeune homme de 22 ans mort dans un accident de fiacre. François ouvre le cercueil avec un pied de biche volé, contemple le visage tuméfié du mort. Puis, la bête prend le contrôle. Ce que François fait ensuite défie toute description décente. Il n'y a pas de motivation sexuelle dans ses actes, pas de logique compréhensible. C'est une frénésie pure, une violence qui semble chercher quelque chose au-delà de la chair, quelque chose d'enfoui dans les profondeurs du corps. Il griffe, mord, arrache. Le sang séché macule ses mains, son visage. Quand il a fini, le cadavre est méconnaissable. François referme la tombe avec soin, efface les traces, s'en va avant l'aube. Dans une fontaine publique, il se lave rapidement, puis retourne à la caserne. Dans son lit, il ne ressent ni horreur ni remords. Seulement une lassitude profonde et une satisfaction étrange, comme après avoir assouvi une faim dévorante. Le lendemain, la profanation est découverte. L'affaire fait grand bruit. Les journaux parlent d'un monstre qui hante les cimetières. Le préfet de police, Gabriel Delessert, ordonne le renforcement des patrouilles. Des gardiens armés sont postés aux entrées des cimetières. Des pièges sont installés. Mais François est plus malin que la police ne le pense. En juillet, il frappe au Père-Lachaise. Cette fois, c'est une jeune femme, Marguerite Bélanger, morte en couche à 24 ans. François escalade le mur du cimetière à 3 heures du matin, évitant les gardiens qui ronflent dans leur guérite. Il trouve la tombe fraîche, creuse avec une pelle qu'il a apportée. Le travail est long, épuisant, mais il ne ressent pas la fatigue. La bête en lui le nourrit d'une énergie surnaturelle. Quand il ouvre le cercueil, il découvre que Marguerite Bélanger a été enterrée avec son enfant mort-né dans les bras. Le bébé, minuscule, enveloppé dans un linceul blanc. François hésite un instant. Même la bête en lui semble perturbée par cette vision. Puis il referme le cercueil sans y toucher, le recouvre de terre, s'en va. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, il pleure. Mais sa clémence est de courte durée. 3 jours plus tard, il profane une autre tombe, puis une autre, puis encore une autre. La cadence s'accélère. Chaque semaine, un nouveau corps est découvert mutilé. La panique s'empare de Paris. Les familles riches font installer des dalles de marbre massif sur les tombes de leurs défunts. Les familles pauvres montent la garde elles-mêmes, armées de bâtons et de couteaux. La police intensifie ses efforts. Le commissaire Édouard Jamard, chargé de l'enquête, est un homme méthodique, aux favoris grisonnants. Il étudie chaque scène de crime, cherche un motif, une logique, mais il n'en trouve aucune. Ce n'est pas un voleur, déclare-t-il lors d'une réunion avec ses supérieurs. Les vêtements, les bijoux, rien n'est pris. Ce n'est pas non plus un voleur de cadavres pour les écoles de médecine. Les corps sont laissés sur place, simplement mutilés. C'est un malade mental, un fou furieux. « Alors trouvez-le » aboie le préfet Delessert, avant que cette affaire ne devienne un scandale national. Mais comment trouver un fantôme? Un soir d'août, François commet une erreur. Il retourne au Père-Lachaise sur la tombe de Victor Arnault qu'il a déjà profanée 2 mois plus tôt. Il ne sait pas pourquoi. Peut-être la bête en lui a-t-elle des envies spécifiques. Peut-être est-ce une forme perverse de nostalgie. Il commence à creuser. La terre est plus dure cette fois, compactée par le temps. Il travaille pendant 1 heure, 2 heures. Perdu dans sa tâche, il ne remarque pas les ombres qui se déplacent entre les tombes. 3 gardiens, alertés par le bruit,
s'approche silencieusement. Il voit une silhouette agenouillée dans une fosse ouverte, éclairée par la lune. Le chef du groupe, un ancien sergent nommé Baptiste Cordier, fait signe aux autres d'encercler la tombe. « Au nom de la loi, ne bougez plus !» crie-t-il en braquant son pistolet. François se fige, son cœur bat à tout rompre. La bête en lui hurle de fuir, de se battre, de tuer. Il regarde autour de lui, 3 hommes armés, aucune issue. Puis, dans un éclair de lucidité glacée, François comprend ce qu'il doit faire. Il bondit hors de la fosse avec une vitesse surhumaine, charge droit sur Baptiste Cordier. L'homme tire, mais sa main tremble et la balle siffle dans le vide. François le percute de plein fouet, l'envoie rouler au sol. Les 2 autres gardiens se précipitent, mais François est déjà loin, courant entre les tombes, comme un lièvre poursuivi par des chiens. Des coups de feu résonnent dans la nuit. Des balles ricochent sur les pierres tombales. François zigzague, saute par-dessus des caveaux, se jette derrière une statue d'ange. Son souffle brûle dans ses poumons. Il entend les gardiens qui se rapprochent, criant des ordres, coordonnant leurs traques. Puis François aperçoit une opportunité. Un mausolée ancien, à moitié effondré, dont la grille est rouillée. Il s'y engouffre, descend des marches glissantes, se retrouve dans une crypte souterraine. L'obscurité est totale. L'air sent le moisi et la décomposition. Des cercueils de pierre bordent les murs. François entend les gardiens passer au-dessus de sa tête, leurs bottes martelant le sol. Il retient son souffle, s'enfonce plus profondément dans la crypte. Ses mains tâtonnent dans le noir, rencontrent des surfaces froides, des toiles d'araignée, des choses qu'il préfère ne pas identifier. Il attend là, immobile, pendant ce qui lui semble des heures. Finalement, les voix s'éloignent. Les gardiens ont perdu sa trace. François sort de la crypte, observe prudemment les alentours. Le cimetière est silencieux. L'aube commence à poindre, teintant le ciel d'un rose pâle. Il s'échappe par un mur latéral, retourne à la caserne par des chemins détournés. Dans son lit, tremblant de froid et d'épuisement, il réalise qu'il a failli être capturé. La police sait maintenant qu'il est rapide, agile, dangereux. Ils vont redoubler d'efforts. Mais François ne peut pas s'arrêter. La bête ne le laissera pas s'arrêter. Les profanations continuent tout au long de l'automne 1847. François développe de nouvelles techniques pour éviter la capture. Il change de cimetière chaque fois, alternant entre Montparnasse, Père-Lachaise et les petits cimetières de banlieue. Il étudie les horaires des patrouilles, les habitudes des gardiens. Il devient un prédateur parfait. En octobre, il profane 8 tombes en l'espace de 3 semaines. La ville est dans un état de panique totale. Des rumeurs folles circulent. On parle d'un vampire, d'un loup-garou, d'un démon échappé de l'enfer. Des prêtres bénissent les cimetières, aspergeant les tombes d'eau bénite. Des mères racontent à leurs enfants l'histoire du vampire de Montparnasse, pour les effrayer et les garder à la maison après la tombée de la nuit. Le commissaire Jamard est au bord de la crise de nerfs. Ses supérieurs le harcèlent. Les journaux se moquent de l'incompétence de la police. Sa femme lui reproche de ne plus dormir à la maison, obsédée par cette affaire maudite. « C'est un homme ordinaire », répète-t-il à son adjoint, le jeune inspecteur Louis Mercier. « Pas un monstre. Un homme avec une famille, un travail, une vie normale. Comment peut-il disparaître ainsi dans la nuit ? Peut-être qu'il ne disparaît pas, suggère Mercier. Peut-être qu'il se cache en pleine vue, peut-être qu'on le croise tous les jours sans le reconnaître. Cette hypothèse glace le sang de Jamard, parce qu'elle signifie que le monstre pourrait être n'importe qui. Le boulanger qui vend son pain le matin, le facteur qui distribue le courrier, le soldat qui monte la garde devant les ministères. N'importe qui. En novembre, la police décide de changer de tactique. Puisque les patrouilles et les pièges ne fonctionnent pas, ils vont tendre une embuscade. Le commissaire Jamard fait enterrer un cercueil vide dans une nouvelle tombe du Père-Lachaise. Puis il poste 15 hommes armés, cachés autour de la sépulture, avec ordre de ne pas bouger, ne pas faire de bruit, d'attendre toute la nuit, s'il le faut. C'est une nuit de pleine lune. Le vent fait gémir les arbres. Les policiers, dissimulés derrière les tombes et les statues, frissonnent dans le froid de novembre. Les heures s'écoulent, minuit, 1 heure, 2 heures.
Rien. Puis, à 3 heures du matin, une silhouette apparaît. Elle se déplace avec une grâce féline entre les tombes, s'arrête devant la sépulture fraîche. L'homme porte des vêtements sombres, un chapeau qui cache son visage. Il s'agenouille, pose une pelle au sol, commence à creuser. Le commissaire Jamard fait signe à ses hommes. Ils se lèvent lentement, encerclent la tombe en silence. L'homme continue de creuser, inconscient du piège qui se referme sur lui. « Maintenant !» hurle Jamard. Les policiers jaillissent de leur cachette, lanterne braquée sur le profanateur. Mais celui-ci réagit avec une rapidité stupéfiante. Il bondit sur ses pieds, jette sa pelle au visage du policier le plus proche, se précipite vers une ouverture dans le cercle des hommes. Des coups de feu retentissent. Cette fois, l'une des balles trouve sa cible. François sent une douleur brûlante lui traverser l'épaule. Il trébuche, mais continue de courir, alimenté par l'adrénaline et la peur. Derrière lui, les policiers hurlent, courent, tirent encore. François se jette derrière un mausolée, cherche désespérément une issue. Le sang coule le long de son bras, chaud et poisseux. Sa vision se trouble. Il entend les policiers qui se rapprochent, leur voix excitée, confiante. Il pense l'avoir acculé. Mais François n'est pas encore prêt à être capturé. Il escalade le mur d'enceinte du cimetière malgré sa blessure, les muscles hurlant de douleur. Une balle frappe la pierre à quelques centimètres de sa main. Il atteint le sommet, bascule de l'autre côté, atterrit lourdement dans une ruelle. Puis, il court encore, perd les policiers dans le labyrinthe des rues de Paris. Il finit par s'effondrer dans une cour intérieure abandonnée, le souffle court, la tête tournant. Sa chemise est trempée de sang. Il arrache un morceau de tissu, improvise un bandage sommaire autour de sa blessure. La douleur est atroce, mais il serre les dents, refuse de crier. Quand l'aube se lève, François parvient à regagner la caserne en titubant. Dans les latrines, il nettoie sa blessure, tant bien que mal. La balle a traversé l'épaule sans toucher l'os. Une chance incroyable. Il cache le bandage sous son uniforme, prend sa place à l'inspection matinale. Le colonel Lepage remarque qu'il est pâle. « Bertrand, vous allez bien? Vous avez l'air malade. »« Juste un peu de fièvre, mon colonel? Rien de grave. Allez vous reposer. C'est un ordre. » François salue et se retire dans son quartier. Allongé sur son lit, il fixe le plafond en planche grise. Il a échappé de peu à la capture. La police se rapproche. Il le sent. La bête en lui devrait avoir peur, mais elle ne ressent que de l'excitation. Le danger rend la chasse plus intense. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. Paris, hiver 1848. La ville est plongée dans une agitation politique croissante. Des manifestations éclatent contre la monarchie de Louis-Philippe. Dans les rues, on crie des slogans révolutionnaires. Les barricades commencent à se dresser dans les quartiers ouvriers. Mais pour François Bertrand, ces troubles politiques ne sont qu'un arrière-plan lointain. Sa seule obsession reste les cimetières. Sa blessure à l'épaule a mis 3 semaines à guérir. Pendant ce temps, il est resté sage, respectant scrupuleusement ses obligations militaires. La bête en lui grondait, affamée, exigeante, mais il parvenait à la contenir. Il devait attendre que la surveillance se relâche, que la police baisse sa garde. En janvier 1849, il reprend ses activités nocturnes. Cette fois, il cible le cimetière de Montmartre, moins surveillé que les autres. C'est un cimetière plus petit, construit à flanc de colline, avec des terrasses successives. La nuit, la brume y est particulièrement épaisse, montant de la Seine comme un drap de spectre. François y profane 3 tombes en l'espace d'une semaine, travaillant vite, ne restant jamais longtemps au même endroit. La police est débordée. Entre les profanations et les émeutes qui se multiplient, le commissaire Jamard ne sait plus où donner de la tête. Son obsession pour le profanateur commence à inquiéter ses supérieurs. « Jamard, vous devenez fou !» lui dit le préfet Delessert lors d'une rencontre houleuse. « Il y a des priorités plus importantes en ce moment. La France est au bord de l'insurrection. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le préfet, ce monstre terrorise la population depuis plus d'1 an. Les familles n'osent plus enterrer leurs morts. C'est une affaire de dignité humaine. »
C'est une affaire de cadavres. Les vivants me préoccupent plus que les morts. Mais Jamar refuse d'abandonner. Il sent qu'il se rapproche. Les témoignages commencent à converger. Plusieurs gardiens qui ont aperçu le profanateur décrivent un homme jeune, athlétique, se déplaçant avec une agilité militaire. Un soldat, peut-être? L'inspecteur Mercier propose une idée audacieuse. Et si on vérifiait les registres des casernes, on pourrait chercher les soldats qui ont des permissions nocturnes suspectes ou qui ont été vus hors de leur base sans autorisation. C'est un travail titanesque. Il y a des milliers de soldats stationnés à Paris. Mais Jamar s'y attelle avec acharnement. Pendant 2 mois, lui et Mercier épluchent des registres poussiéreux, interrogent discrètement des officiers, recoupent des informations. En mars 1849, ils obtiennent une liste de 23 noms. Des soldats qui présentent des absences inexpliquées, des comportements inhabituels. Parmi eux figure le sergent François Bertrand, du 74e régiment d'infanterie. Jamar fait enquêter discrètement sur chacun des suspects. François Bertrand apparaît comme un soldat exemplaire, sans histoire, respecté de ses pairs. Rien ne le distingue des autres, sinon peut-être une certaine réserve, une tendance à rester seul. Pas de quoi l'arrêter. Mais Jamar a un instinct de policier affûté par 20 ans de métier. Quelque chose dans le dossier de Bertrand le dérange. Ce n'est pas ce qui y figure, mais ce qui n'y figure pas. Aucune mention de famille, d'amis, de fréquentation. Un homme fantôme. Surveillons-le, ordonne-t-il à Mercier. À partir d'avril 1849, François Bertrand est discrètement surveillé. Des policiers en civil postés près de sa caserne notent ses allées et venues. Mais François est prudent. Il sent qu'on l'observe. La bête en lui, avec son instinct animal, perçoit le danger. Il reste tranquille pendant des semaines, frustrant les enquêteurs. Ce n'est pas lui, finit par dire Mercier. On perd notre temps. Mais Jamar insiste. Encore 1 mois, donnez-moi 1 mois. Ce mois supplémentaire va tout changer. La frustration ronge François. La bête en lui hurle, le torture, lui inflige des douleurs physiques. Il ne dort plus, ne mange presque plus. Lors des inspections, ses supérieurs remarquent qu'il a maigri, que son teint est devenu cireux. Le médecin militaire lui prescrit du repos, mais François refuse. Le repos est son ennemi. Le repos laisse place aux pensées, aux images des corps qu'il a profanés, aux souvenirs de la chair froide sous ses doigts. Il préfère l'action, même si cela signifie prendre des risques. Une nuit de mai, n'en pouvant plus, François décide de frapper à nouveau. Il sait qu'il est surveillé, mais il est trop affamé pour résister. Il attend 3 heures du matin, quitte la caserne par sa méthode habituelle, se glisse dans les rues désertes. Ce qu'il ne sait pas, c'est que l'inspecteur Mercier, insomniaque et obstiné, est posté dans l'ombre. Il voit François sortir, le suit à distance prudente. Son cœur bat à tout rompre. Enfin, après des semaines d'attente, quelque chose se passe. François se dirige vers le cimetière du Père-Lachaise. Mercier le suit, maintenant à une distance de sécurité. Il voit François escalader le mur d'enceinte, disparaître parmi les tombes. Mercier ne le suit pas à l'intérieur. Ce serait trop dangereux seul. À la place, il court jusqu'au poste de police le plus proche, alerte le commissaire Jamar. 1 heure plus tard, 20 policiers encerclent le cimetière. Jamar a appris de ses erreurs précédentes. Cette fois, il ne tend pas de piège à l'intérieur. Il bloque toutes les sorties. François est dans le cimetière. Il ne peut pas s'échapper. À l'aube, ils entrent. François, agenouillé devant une tombe ouverte, ses mains plongées dans un cercueil, ne les entend pas approcher. Il est perdu dans sa frénésie, la bête ayant pris le contrôle total. Quand il lève enfin les yeux, il voit une 20aine d'hommes armés qui le regardent avec un mélange de dégoût et d'horreur. Le commissaire Jamar, pâle comme un mort, ordonne « François Bertrand, au nom de la loi, vous êtes en état d'arrestation pour profanation de sépulture. » François reste immobile un instant. Le sang et la terre maculent son visage, ses mains. Il regarde ces hommes qui le jugent, ces représentants d'une société qu'il ne comprend plus. Puis, lentement, il sourit. Un sourire triste, résigné. « J'ai toujours su que ce moment viendrait.
murmure-t-il. Il ne résiste pas quand on lui passe les menottes. Il se laisse emmener docilement, marchant entre les policiers comme un condamné vers l'échafaud. Dans son esprit, ce n'est pas de la défaite qu'il ressent, mais un étrange soulagement. C'est fini. L'arrestation de François Bertrand fait la une de tous les journaux. Le vampire de Montparnasse, capturé, titre Le Figaro. Les détails macabres sont étalés avec un plaisir morbide. On dénombre au moins 15 tombes profanées de manière certaine, probablement beaucoup plus. Les médecins légistes qui examinent les corps exhumés sont horrifiés par la violence des mutilations. François est transféré à la prison de la Santé dans une cellule isolée. Il refuse de parler pendant les premiers jours. Assis sur le sol froid, les genoux repliés contre sa poitrine, il fixe le mur en pierre avec un regard vide. Le commissaire Jamard vient l'interroger personnellement. Il s'assoit en face de François, dans la pénombre humide de la cellule, et pose la question que tout Paris se pose. Pourquoi? François lève enfin les yeux. Vous ne comprendriez pas. Essayez toujours. Un long silence. Puis François commence à parler. Les mots sortent lentement comme arrachés à une partie profonde de lui-même qu'il n'a jamais révélée. Depuis que je suis enfant, j'ai senti quelque chose en moi, quelque chose de noir, de vorace. Ça ressemble à une faim, mais ce n'est pas de la nourriture que je désire. C'est plus profond, plus viscéral. Quand je suis près des morts, cette chose se calme. Quand je touche leur chair froide, quand je plonge mes mains dans leur corps, je ressens enfin la paix. C'est la seule fois où je ne souffre pas. Jamard frissonne. Vous êtes un monstre. Je sais, répond François simplement. Croyez-moi, personne n'est plus horrifié parce que je suis que moi-même. J'ai prié, j'ai essayé de résister, mais cette chose est plus forte. Elle me contrôle. Vous auriez pu demander de l'aide. François rit amèrement. De l'aide? À qui? Au prêtre qui m'aurait exorcisé? Au médecin qui m'aurait enfermé dans un asile? J'ai passé ma vie à essayer de paraître normal, de cacher le monstre. Mais on ne peut pas tuer ce qui fait partie de nous. Cet interrogatoire fascine et terrifie Jamard. Il réalise qu'il n'a pas affaire à un criminel ordinaire, motivé par la cupidité ou la haine. François Bertrand est quelque chose de beaucoup plus rare et troublant. Un homme possédé par des pulsions qu'il ne peut ni expliquer ni contrôler. L'affaire attire l'attention de la communauté médicale. Le docteur Joseph Ghislain, un psychiatre belge réputé, demande l'autorisation d'examiner François. C'est un homme dans la soixantaine, aux cheveux blancs et aux lunettes rondes, qui a consacré sa vie à l'étude des maladies mentales. Dans la cellule de François, il mène une série d'entretiens approfondis. Il pose des questions sur l'enfance de François, ses rêves, ses pensées les plus intimes. François, étrangement, se confie. Peut-être parce que le docteur Ghislain ne le juge pas, ne montre aucun dégoût, seulement une curiosité scientifique détachée. « Décrivez-moi ce que vous ressentez quand vous profanez un corps », demande Ghislain lors d'une session. François hésite, puis répond « C'est comme si je cherchais quelque chose qui se cache à l'intérieur. Je ne sais pas ce que c'est, je ne l'ai jamais trouvé, mais je dois chercher, c'est plus fort que moi. Ressentez-vous de l'excitation sexuelle? Non, ce n'est pas du tout lié à ça. C'est différent. C'est comme une faim spirituelle. Comme si mon âme elle-même avait besoin de se nourrir de quelque chose qui existe dans les cadavres. » Le docteur Ghislain prend frénétiquement des notes. Ce cas est unique. Il décide de publier une étude détaillée dans laquelle il propose un nouveau terme pour décrire cette pathologie. La nécrophilie, du grec nékros, mort, et philia, amour. François Bertrand devient le cas fondateur de ce diagnostic psychiatrique. Mais au-delà de la terminologie médicale, une question demeure, que faire de François? Le procès a lieu en juillet 1849. La salle d'audience du palais de justice est bondée. Des journalistes du monde entier sont présents. Des médecins, des écrivains, des curieux morbides. Tous veulent voir le visage du monstre. François entre dans le box des accusés, enchaîné, maigre, le visage émacié. Il porte son uniforme militaire, maintenant déchiré et sale.
Il regarde la foule sans émotion apparente, comme détaché de la situation. Le procureur, maître Henri Fontaine, est impitoyable dans son réquisitoire. Il décrit en détail chaque profanation, chaque mutilation, cherchant à provoquer l'indignation du jury. Il peint François comme un monstre dépravé, un danger pour la société, un affront à la dignité humaine. « Messieurs les jurés !» tonne-t-il. « Nous avons devant nous non pas un homme, mais une aberration de la nature. Un être qui a renoncé à toute humanité pour se vautrer dans la plus abjecte des perversions. 15 familles pleurent encore les violations qu'il a infligées à leurs défunts. Combien d'autres victimes n'avons-nous pas découvertes? Cet homme ne mérite aucune pitié. » Puis vient la défense. Maître Édouard Laborde, un avocat jeune et idéaliste, plaide la maladie mentale. Il présente le témoignage du docteur Ghislain, qui explique que François souffre d'une pathologie psychiatrique rare, une monomanie qui altère son jugement sans affecter ses autres facultés mentales. François Bertrand n'est pas un criminel au sens traditionnel, argumente Laborde. C'est un malade, un homme torturé par des pulsions qu'il ne peut contrôler. Il mérite notre compassion et des soins médicaux, pas la potence. Le débat fait rage, monstre ou malade, responsable ou victime de son propre esprit. François, lui, ne dit rien durant tout le procès. Quand le juge lui donne finalement la parole, il se lève lentement et déclare simplement « Je regrette la douleur que j'ai causée aux familles, mais je ne peux pas regretter ce que j'ai fait, parce que, au moment où je le faisais, je n'étais plus moi-même. Ou peut-être que j'étais enfin complètement moi-même, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que cette chose en moi a toujours été là, et qu'elle le sera toujours, même en prison. » Ces mots provoquent un frisson dans l'assistance. Le jury délibère pendant 6 heures. Quand ils reviennent, le verdict tombe, coupable de profanation de sépulture, mais avec circonstances atténuantes pour cause de maladie mentale. La peine, 1 an de prison. La foule est scandalisée. 1 an seulement pour tant d'horreurs. Mais les juges ont suivi l'avis des experts médicaux. François Bertrand n'est pas un criminel ordinaire. Il est un cas clinique. François est transféré à la prison de Fresnes pour purger sa peine. Dans sa cellule étroite, avec pour seule compagnie les rats et l'humidité, il attend. La bête en lui dort, provisoirement apaisée par la capture et le jugement. Mais François sait qu'elle n'est pas morte, juste endormie. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Prison de Fresnes, 1850. Les jours se ressemblent tous dans l'obscurité humide de la cellule de François Bertrand. L'aube arrive comme une promesse jamais tenue. La lumière grise qui filtre à travers la lucarne haute ne suffit qu'à rendre la crasse des murs plus visible. François passe ses journées assis sur sa paillasse infestée de puces, les mains posées sur ses genoux, le regard fixe. Les autres prisonniers le craignent, même les plus endurcis, les voleurs, les assassins, les violeurs, tous gardent leur distance avec le vampire. Les rumeurs ont circulé. On dit qu'il mange les rats vivants dans sa cellule. On dit qu'il a des visions de démons. On dit que la nuit, on entend des grattements venant de sa cellule, comme s'il essayait de creuser à travers le sol pour atteindre les morts enterrés en dessous. La vérité est à la fois plus simple et plus terrible. François ne fait rien de tout cela. Il attend simplement. La bête en lui est devenue silencieuse, comme anesthésiée par l'enfermement. Pour la première fois depuis des années, François connaît une forme de paix. Une paix glacée, vide, mais une paix quand même. Le directeur de la prison, M. Auguste Valentin, est un homme sec aux moustaches cirées qui dirige son établissement avec une rigueur militaire. Il s'intéresse particulièrement à François, non par compassion, mais par fascination morbide. Il lit les journaux qui parlent du cas, les études médicales publiées par le docteur Ghislain. Un jour, il rend visite à François dans sa cellule. « Bertrand, dit-il en se tenant prudemment près de la porte, vous recevez beaucoup de courriers, des médecins, des journalistes, même des écrivains. Vous êtes devenu célèbre. Comment vous sentez-vous » François lève lentement les yeux. « Célèbre ? C'est le mot qu'on utilise maintenant pour les monstres ? Certains vous considèrent comme
Un phénomène. Un sujet d'étude. Le docteur Ghislain souhaiterait vous revoir pour poursuivre ses observations. Qu'il vienne. Ça me donne quelque chose à faire. Les visites du docteur Ghislain reprennent. Le psychiatre apporte avec lui d'autres médecins, des étudiants, même un artiste qui dessine le profil de François pour une étude anthropométrique. François se prête à tout cela avec une indifférence totale. On mesure son crâne, on examine ses mains, on lui fait passer des tests de logique et de mémoire. Fascinant, murmure souvent Ghislain en prenant des notes. L'intelligence est intacte, aucun signe de démence. C'est vraiment une monomanie isolée, une pulsion spécifique qui ne contamine pas les autres facultés mentales. Un jeune médecin, le docteur Émile Laurent, pose la question qui tourmente tout le monde. « Docteur Ghislain, pensez-vous que Bertrand puisse guérir ?» Ghislain ôte ses lunettes, les nettoie lentement. « Guérir ? Je ne sais même pas si le terme s'applique. On ne guérit pas d'être ce que l'on est. On peut seulement apprendre à vivre avec, ou être enfermé pour toujours. » François, qui écoute cet échange, intervient soudain. « Vous parlez de moi comme si je n'étais pas là. »« Pardonnez-nous, » dit Ghislain. « Que pensez-vous de votre propre cas? Croyez-vous pouvoir contrôler vos pulsions une fois libérées ?» François réfléchit longuement avant de répondre. « Non, je ne le crois pas. La bête dort, mais elle n'est pas morte. Dès que je sortirai d'ici, dès que je sentirai à nouveau l'odeur de la terre fraîche, dès que j'entendrai le silence des cimetières, elle se réveillera, et je lui obéirai. » Cette réponse jette un froid dans la cellule. Les médecins échangent des regards inquiets. Si Bertrand lui-même admet qu'il représente un danger permanent, que peut-on faire? Mais la loi est claire. François a été condamné à 1 an de prison, pas plus. En mai 1850, sa peine sera purgée et il devra être libéré. Les mois passent lentement. François développe une routine carcérale monotone. Réveil au son de la cloche. Distribution de la soupe claire. Promenade dans la cour pendant 30 minutes, toujours seul, car les autres prisonniers refusent de s'approcher. Retour en cellule. Soupe du soir. Extinction des lumières. Durant ces longues heures de solitude, François pense beaucoup. Il repense à sa mère, morte d'une pneumonie quand il avait 20 ans, juste avant son premier crime. Il repense au séminaire, aux prières ferventes qui n'ont servi à rien. Il repense au visage des morts qu'il a profanés. Émilie Laurent, Victor Arnaud, Marguerite Bélanger et son bébé, tous ces gens qui reposaient en paix jusqu'à ce qu'ils violent leur sommeil éternel. Ressent-il du remords? Il n'est pas sûr. C'est plus complexe que ça. Il regrette la souffrance des familles, certainement. Mais les actes eux-mêmes? Non. Parce qu'au moment où il les commettait, il était enfin libéré de sa prison intérieure. Il était enfin en harmonie avec la bête. Un soir de mars 1850, 2 mois avant sa libération, François reçoit une visite inattendue. Ce n'est pas un médecin cette fois, mais un prêtre. Le père Mathieu d'Avesnes, son ancien professeur du séminaire. Le vieux prêtre a beaucoup vieilli. Ses cheveux sont entièrement blancs maintenant. Son dos courbé par le poids des années. Il s'assoit sur le tabouret branlant en face de François, peinant à cacher son émotion. « François, mon fils, » dit-il d'une voix tremblante, « j'ai lu ce qui s'est passé. J'ai prié pour toi chaque jour. » François sourit tristement. « Vos prières n'ont pas été très efficaces, mon père. Ne blasphème pas, Dieu ne t'a pas abandonné, c'est toi qui l'as abandonné. » Vraiment? Alors pourquoi m'a-t-il créé ainsi? Pourquoi a-t-il mis cette chose en moi? Le père d'Avesnes n'a pas de réponse. Il baisse les yeux, ses mains ridées serrant nerveusement son chapelet. Je ne connais pas les desseins du Seigneur, mais je sais qu'il y a toujours un chemin vers la rédemption. Même pour toi. La rédemption. François répète le mot comme s'il était étranger. Je ne crois pas que ce concept s'applique à moi, mon père. Je suis au-delà du salut. Personne n'est au-delà du salut. Le Christ est mort pour tous les pécheurs. Même pour les monstres? Cette question reste en suspension dans l'air moite de la cellule. Le père d'Avesnes tente de répondre, mais les mots lui manquent. Finalement, il se lève, bénit François malgré lui, et s'en va sans rien ajouter. François le regarde partir, conscient que c'est probablement la dernière fois qu'il verra son ancien mentor. Mai 1850 arrive, le jour de la libération de François Bertrand.
Le directeur Valentin le convoque dans son bureau. « Vous êtes libre, Bertrand. Mais je vous préviens, vous serez surveillé. La police a des ordres. Si le moindre incident similaire se produit, vous serez le premier suspect. » François hoche la tête. Il récupère ses affaires personnelles, quelques vêtements, son chapeau, un peu d'argent. Son uniforme militaire lui a été définitivement retiré. Il est rayé des registres de l'armée avec déshonneur. Il franchit les portes de Fresnes à midi. Le soleil est éblouissant après une année passée dans la pénombre. François cligne des yeux, porte une main à son front. Dehors, quelques badauds se sont rassemblés, attirés par la curiosité morbide. Ils veulent voir le vampire de Montparnasse en chair et en os. François les ignore et commence à marcher vers Paris. Il n'a nulle part où aller, pas de famille, pas d'amis, pas de travail. Il est un paria, marqué à vie par ses crimes. Les semaines qui suivent sont difficiles. François survit en faisant des petits boulots, décharger des marchandises sur les quais de la Seine, nettoyer des écuries, porter des fardeaux. Il loue une chambre misérable dans le quartier de Belleville, un taudis infesté de rats où l'humidité fait pousser des champignons sur les murs. Il essaie sincèrement de vivre normalement. Il évite les cimetières, change de trottoir quand il voit des convois funèbres. Il se couche tôt, se force à dormir, combat les insomnies avec de l'alcool bon marché. Pendant quelques mois, ça fonctionne. La bête reste silencieuse. François commence à croire qu'il peut vraiment la contrôler, qu'un an de prison l'a peut-être guéri. Mais en septembre 1850, tout change. Une nuit d'orage, François se réveille en sursaut. Son cœur bat à tout rompre. La sueur colle sa chemise à son torse. Il a rêvé de terre fraîche, de cercueils qui s'ouvrent, de mains blanches qui l'appellent depuis les profondeurs. Et soudain, la bête est de retour. Elle rugit en lui avec une violence renouvelée, décuplée par les mois de frustration. François se lève, chancelle, s'accroche au mur. Non, pas encore, pas maintenant. Mais c'est plus fort que lui. Il enfile ses vêtements, sort dans la nuit pluvieuse. Ses pieds le portent automatiquement vers le cimetière de Belleville. C'est un petit cimetière de quartier, mal entretenu, avec des tombes de pauvres serrées les unes contre les autres. François escalade le mur, atterrit dans la boue. Il erre entre les tombes, cherchant, guidé par un instinct qu'il ne peut pas expliquer. Puis il trouve ce qu'il cherche, une tombe fraîche, à peine une semaine. Il commence à creuser avec ses mains nues. La pluie transforme la terre en boue qui glisse sous ses doigts. Il travaille frénétiquement, possédé, ne sentant ni le froid ni l'épuisement. Mais il ne sait pas qu'il est observé. L'inspecteur Mercier, qui n'a jamais vraiment cru à la réhabilitation de François, a organisé une surveillance discrète. Ce soir-là, c'est lui-même qui est de garde, posté dans une ruelle adjacente au cimetière. Quand il voit François escalader le mur, il sent un mélange de satisfaction et de tristesse. Il attendait ce moment. Il savait que ça arriverait. Mercier ne tente pas d'arrêter François cette fois. À la place, il court prévenir le commissaire Jamard. 1 heure plus tard, alors que François a ouvert le cercueil et est perdu dans sa frénésie habituelle, les forces de police investissent le cimetière. François est capturé une 2e fois, les mains plongées dans un cadavre, le visage maculé de sang et de terre. Cette fois, il n'y aura pas de procès clément. Cette fois, les juges ne croiront plus aux promesses de réhabilitation. François Bertrand est condamné à perpétuité dans un asile psychiatrique pour criminels aliénés. L'établissement de Charenton, tristement célèbre, où les fous les plus dangereux de France sont enfermés jusqu'à leur mort. C'est là que François Bertrand passera le reste de sa vie. Dans une cellule capitonnée, isolée de tout contact humain, nourrie par une fente dans la porte. Les années s'écoulent, identiques les unes aux autres. 1851, 1860, 1870. François vieillit, ses cheveux noirs deviennent gris puis blancs. Son corps maigrit jusqu'à n'être plus qu'un squelette recouvert de peau. Mais ses yeux restent les mêmes, des yeux noirs, profonds, qui semble toujours fixer quelque chose au-delà du visible. En 1868, à l'âge de 55 ans, François Bertrand meurt dans sa cellule. La cause officielle est une pneumonie. Mais les infirmiers qui découvrent son corps remarquent quelque chose d'étrange.
François est allongé dans une position fétale, ses mains griffant le sol de pierre comme s'il avait essayé, jusqu'à son dernier souffle, de creuser vers les profondeurs. Il est enterré dans une tombe anonyme, sans cérémonie, sans prêtre. Juste un cercueil cloué dans la terre, rapidement recouvert. Même mort, François Bertrand fait peur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Paris, automne 1878. François Bertrand est mort depuis 3 mois. Les journaux ont consacré quelques lignes à son décès, sans plus. Le vampire de Montparnasse appartient désormais au passé. Un chapitre sombre de l'histoire parisienne qu'on préférerait oublier. Mais certains n'oublient pas. Le docteur Émile Laurent, qui était jeune médecin lors des premières consultations de François, est maintenant un psychiatre reconnu. Il a fait sa carrière en étudiant ce qu'on appelle désormais les perversions sexuelles, un domaine naissant de la psychiatrie. Le cas de François Bertrand reste son obsession. Dans son cabinet de la rue de Richelieu, entouré de livres poussiéreux et de dossiers jaunis, Laurent compile tout ce qui a été écrit sur Bertrand, les rapports de police, les comptes rendus du procès, les observations du docteur Ghislain, les témoignages des gardiens de prison. Il veut comprendre ce qui a transformé un séminariste pieux en profanateur de sépultures. Un soir, alors qu'il travaille tard, Laurent reçoit la visite d'un jeune journaliste nommé Julien Mercier, fils de l'inspecteur, qui a participé à l'arrestation de François. Julien écrit un article rétrospectif sur l'affaire pour Le Figaro. « Docteur Laurent, » demande le journaliste en s'asseyant dans le fauteuil en cuir usé, « après avoir étudié Bertrand pendant tant d'années, avez-vous trouvé une explication à son comportement ?» Laurent allume sa pipe, prend le temps de réfléchir. « Une explication ? Non. Des pistes, peut-être. » Le docteur Ghislain pensait qu'il s'agissait d'une monomanie, une obsession pathologique circonscrite. Mais je crois que c'était plus profond. Je pense que François Bertrand était né avec une structure mentale différente, qui le rendait incapable de ressentir ce que nous ressentons. Pour lui, les morts n'étaient pas des êtres humains à respecter, mais des objets d'une fascination incompréhensible pour nous. Un monstre de naissance, donc? Non, pas un monstre, un malade, mais un malade d'un type que nous ne savons toujours pas soigner. Cette conversation est interrompue par un événement extraordinaire. Un messager arrive en courant, apportant une nouvelle stupéfiante. La tombe de François Bertrand à Charenton a été profanée. Laurent et Mercier se précipitent sur place. Quand ils arrivent, la police est déjà là, ainsi que plusieurs curieux. La tombe de François a été ouverte, le cercueil déterré et le couvercle arraché. Mais le plus troublant, c'est que le corps a disparu. Qui ferait une chose pareille ? Demande un policier visiblement secoué. Des étudiants en médecine ? Suggère quelqu'un. Pour étudier le cerveau d'un fou ? Ou des adorateurs du diable, murmure un autre, qui voudraient utiliser les restes du vampire pour des rituels. Laurent examine attentivement la scène, les traces de pelle, la façon dont le cercueil a été ouvert, tout cela évoque étrangement la méthode de François lui-même. Un frisson le parcourt. Non, c'est impossible. François est mort. Il a vu le corps lui-même à l'asile, mais l'idée, aussi irrationnelle soit-elle, s'insinue dans son esprit. Et si... Le vol du corps de François déclenche une vague de rumeurs folles dans Paris. Les superstitions ressurgissent. On recommence à parler de vampires, pas au sens métaphorique cette fois, mais littéral. Des gens jurent avoir vu une silhouette rôder autour des cimetières la nuit, une silhouette qui ressemble à François Bertrand. Le commissaire de police, excédé, ordonne une enquête approfondie. Mais elle ne mène nulle part. Le corps de François semble s'être évaporé dans la nuit parisienne. Julien Mercier, fasciné par cette affaire, décide de mener sa propre investigation. Il interroge les gardiens de Charenton, les fossoyeurs, les habitants du quartier. Lentement, il reconstitue le puzzle. Il découvre qu'un homme étrange a été vu rôdant autour de l'asile quelques jours avant la profanation. Un homme qui correspondait à la description de François Bertrand. Taille moyenne, cheveux noirs, yeux sombres. Mais c'est impossible. François est mort, son corps a été vu par plusieurs témoins, à moins que... Mercier a une idée folle. Il retourne à Charenton et demande à consulter le registre des décès. Là, il fait une découverte troublante.
Le certificat de décès de François Bertrand a été signé par un médecin qui n'existe pas. Le nom est un faux rajouté après coup. Le journaliste confronte le directeur de l'asile, un homme nerveux nommé Berthelot. Sous la pression, celui-ci finit par avouer la vérité. François Bertrand n'est jamais mort. La pneumonie était une mise en scène. En réalité, François avait été transféré secrètement vers un autre établissement, un lieu expérimental où l'on testait de nouveaux traitements pour les aliénés. L'asile voulait éviter que les journaux ne s'emparent de l'affaire, alors ils avaient simulé sa mort. « Où est-il maintenant » demande Mercier, le cœur battant. « Je ne sais pas » bégait Berthelot. « Il s'est échappé de l'autre établissement il y a 6 mois. Personne ne l'a retrouvé. » Cette révélation secoue Paris. Le vampire de Montparnasse est vivant, il est quelque part dans la ville, et apparemment il a recommencé. Les semaines suivantes voient une résurgence des profanations de tombes, pas autant qu'en 1847-1849, mais suffisamment pour terroriser la population. Les cimetières de Montparnasse, Père-Lachaise et Montmartre rapportent des incidents. La police renforce les patrouilles, mais le profanateur reste insaisissable. Le docteur Laurent est convaincu que c'est François. Il a 65 ans maintenant, explique-t-il à Mercier. Mais la compulsion n'a pas d'âge. Elle est toujours là, aussi forte qu'avant, peut-être même plus forte après tant d'années de privation. La chasse à l'homme reprend. Mais cette fois, François semble avoir appris de ses erreurs passées. Il ne suit aucun pattern, ne cible aucun cimetière en particulier, ne laisse aucune trace exploitable. Une nuit de novembre 1878, un gardien du cimetière de Montparnasse rapporte avoir vu une silhouette près d'un mausolée ancien. Il décrit un homme âgé, voûté, se déplaçant avec difficulté mais avec une détermination féroce. Le gardien a tenté de l'approcher, mais l'homme a disparu dans l'ombre comme un fantôme. « C'était lui », insiste le gardien. « Je le jure sur ma vie. C'était le vampire. » Et il murmurait quelque chose. On aurait dit une prière. Mercier, obsédé par l'affaire comme son père l'était avant lui, décide de prendre des mesures drastiques. Il organise une surveillance permanente du cimetière de Montparnasse, convaincu que François y retournera. C'est là que tout a commencé. C'est là que tout doit finir. Pendant 3 semaines, rien ne se passe. Puis, une nuit de pleine lune, François Bertrand apparaît. Il entre dans le cimetière par le mur est, se déplaçant lentement, péniblement. Son corps vieilli ne possède plus l'agilité d'autrefois, mais ses yeux brillent de la même flamme démente. François s'arrête devant une tombe en particulier, celle de sa mère, Marguerite Bertrand, morte 38 ans plus tôt. Il s'agenouille dans l'herbe humide, pose ses mains ridées sur la pierre tombale. « Maman », murmure-t-il d'une voix brisée, « je suis désolé, j'ai essayé d'être l'homme que tu voulais que je sois, mais la bête était plus forte. » Il commence à creuser. Ses mains tremblantes griffent la terre, mais il n'a plus la force d'antan. Après quelques minutes, épuisé, il s'effondre sur le sol. C'est à ce moment que Mercier et les policiers sortent de leur cachette. Ils trouvent François allongé près de la tombe de sa mère, sanglotant comme un enfant. Il ne résiste pas quand on lui passe les menottes. Il semble même soulagé. « C'est fini », murmure-t-il. « Enfin, c'est fini. » François est ramené à l'asile de Charenton. Cette fois, les mesures de sécurité sont renforcées. Il est placé dans une cellule d'isolement total, sans fenêtre, sans lumière naturelle. On ne lui donne aucun objet, aucun outil, rien qui pourrait être utilisé pour creuser. Les mois passent. François dépérit rapidement. À 66 ans, après une vie de violence et de tourments, son corps lâche enfin. Le 15 mars 1879, François Bertrand meurt réellement cette fois. Pas de mise en scène, pas de faux certificat. Son corps est incinéré immédiatement, ses cendres dispersées dans la Seine. Il ne laisse aucune tombe à profaner, aucun lieu où son esprit pourrait revenir. Le docteur Laurent assiste à la crémation. Regardant les flammes consumer le corps de l'homme qu'il a étudié pendant tant d'années, il ressent une tristesse étrange. « Repose en paix, François », murmure-t-il, « que tu trouves enfin le silence que tu cherchais. » Dans les années qui suivent, le cas de François Bertrand devient un pilier de la littérature psychiatrique.
Le docteur Laurent publie son étude définitive en 1880, intitulée « Les aliénés et la mort », le cas François Bertrand. Le livre influence toute une génération de psychiatres et de criminologues. Le terme « nécrophilie » proposé par Ghislain entre dans le vocabulaire médical officiel. François devient le cas type, l'exemple fondateur de cette pathologie. Son histoire est enseignée dans les facultés de médecine, citée dans les manuels, analysée par les étudiants. Mais au-delà de l'aspect médical, l'histoire de François Bertrand pose des questions qui dépassent la psychiatrie. Des questions sur la nature humaine, sur la frontière entre le normal et le pathologique, sur notre capacité à comprendre et à pardonner ceux qui sont différents de nous de manière fondamentale. Paris oublie progressivement le vampire de Montparnasse. Les générations passent. Les cimetières sont sécurisés, modernisés. Les profanations deviennent rares, reliques d'une époque révolue. Pourtant, les nuits de brume, quand le silence s'installe sur les tombes de Montparnasse et de Père-Lachaise, certains gardiens jurent encore entendre des bruits étranges, le crissement d'une pelle contre la terre, le grincement d'un cercueil qu'on ouvre, des murmures dans l'obscurité. Ce ne sont que des légendes, bien sûr. Des histoires qu'on se raconte pour se faire peur. François Bertrand est mort depuis longtemps, ses cendres dispersées, son corps détruit. Mais dans les recoins sombres de l'esprit humain, dans ces zones d'ombre où la raison n'a pas de prise, le vampire de Montparnasse continue de marcher, pas comme un fantôme, mais comme un symbole, le symbole de ces pulsions que nous ne comprenons pas, de ces parts de nous-mêmes que nous préférons croire inexistantes. Car François Bertrand nous rappelle une vérité inconfortable. Les monstres ne sont pas toujours des créatures de légende. Parfois, ils sont humains, trop humains, et peut-être que c'est pour ça qu'ils nous terrifient autant. Paris, 2007. Le cimetière de Montparnasse est maintenant une attraction touristique. Les visiteurs du monde entier viennent admirer les tombes de Baudelaire, Sartre, Gainsbourg. Ils se promènent entre les allées soigneusement entretenues, prennent des photos, achètent des cartes postales. Peu d'entre eux connaissent l'histoire de François Bertrand. Mais dans les archives de la préfecture de police, dans les sous-sols poussiéreux de la Salpêtrière, dans les bibliothèques spécialisées en psychiatrie légale, son dossier existe toujours. Des chercheurs continuent de l'étudier, cherchant à comprendre ce qui a transformé un homme ordinaire en monstre. La question reste sans réponse définitive. François Bertrand était-il né ainsi, avec un cerveau câblé différemment? Était-ce le traumatisme d'une enfance difficile qui l'avait brisé? Était-ce une maladie mentale que nous ne savons toujours pas diagnostiquer correctement? Ou était-ce simplement la manifestation de quelque chose de sombre qui existe potentiellement en chacun de nous, une bête tapie dans les profondeurs, attendant le bon moment pour rugir? Nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est que l'histoire de François Bertrand continue de fasciner et d'horrifier plus d'un siècle après sa mort. Elle nous parle de la fragilité de la civilisation, de la minceur du vernis qui nous sépare de la barbarie. Elle nous rappelle que derrière les façades respectables peuvent se cacher des abîmes insondables. Et elle nous pose une question que nous préférons ne pas entendre. Si François Bertrand était parmi nous aujourd'hui, saurions-nous le reconnaître? Ou marcherait-il invisible dans nos rues, portant costume et sourire, cachant sa nature jusqu'au moment où la nuit tombe et que les cimetières l'appellent? La réponse peut-être se trouve dans le miroir. Car au fond, François Bertrand n'était qu'un homme avec des pulsions qu'il ne comprenait pas, des désirs qu'il ne pouvait pas contrôler, une noirceur qu'il ne savait pas combattre. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, chacun de nous a sa propre bête intérieure. Elle prend des formes différentes, s'exprime de manière plus ou moins destructrice, mais elle est là, toujours. La différence entre nous et François Bertrand n'est peut-être qu'une question de degré, pas de nature. Cette pensée devrait nous terrifier. Mais elle devrait aussi nous rendre plus humbles, plus conscients de notre propre fragilité, plus compatissants envers ceux qui luttent contre leurs propres démons. François Bertrand ne mérite pas notre admiration, mais peut-être mérite-t-il notre compréhension.
Pas de pardon, pas d'excuse, mais compréhension. Car comprendre le monstre, c'est comprendre une part de nous-mêmes que nous préférons ignorer. Et c'est peut-être là le seul véritable héritage du vampire de Montparnasse. Nous avoir forcés à regarder dans l'abîme et à reconnaître que l'abîme nous regarde aussi. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.